Le parquet militaire a ouvert une enquête sur la disparition du général Robert Gueye, assassiné le 19 septembre 2002. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel à l'ordre du jour les prochaines élections. La table ronde de mobilisation des ressources pour financer l'agriculture s'est ouverte ce mercredi à l'Hôtel d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal. Le parquet d'Abidjan a ouvert une enquête sur les circonstances de l'assassinat du général Robert Gueye, ex-chef d'État. Il a été retrouvé mort au petit matin du 19 septembre 2002 sur le boulevard de la Corniche dans la commune de Cocody. David Mobio. Le corps sans vie du général Gueye Robert a été abandonné en bordure de route vers la Corniche ce 19 septembre 2002, 3 ans après sa prise du pouvoir en décembre 1999, pouvoir qu'il a cédé sur la pression en octobre 2000 après l'élection présidentielle. Sa femme, son aide de camp et plusieurs membres de son entourage avaient été assassinés en même temps que lui. Le général Gueye Robert a dirigé la junte militaire installée en Côte d'Ivoire après le coup d'État du 24 décembre 1999 contre le président démocratiquement élu Henri Konan Bédié. Se défendant d'en être à l'origine, le général Gueye Robert prend cependant la tête du CNSP, le Conseil national du salut public, avant de former un gouvernement avec les principaux partis de l'opposition. En 2002, il quitte donc le pouvoir et se réfugie à Gué-Sisso, mais reste une personnalité politique. À ce titre, il participe avec l'actuel président de la République Alassane Ouattara et les ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo au Forum des réconciliations nationales en 2001. La même année, Robert Gueye crée l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 10 ans après sa mort, pour faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé, le procureur militaire a annoncé l'ouverture d'une enquête à la demande de sa famille et des ayants droit du général Gueye Robert, assassiné le 19 septembre 2002 à l'âge de 61 ans. Je vous l'ai annoncé dans les titres, un conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été prises concernant notamment les prochaines élections municipales et régionales et la construction de logements sociaux. Compte rendu, Viviane Haïma. Plusieurs décisions d'ordre intérieur touchant la vie de l'État et la vie des citoyens ont été prises au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 12 septembre qui s'est tenu au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ainsi, 2 décisions importantes relatives à la vie de l'État. La première, les prochaines élections municipales et régionales vont être organisées de manière couplée. Le Conseil des ministres a examiné la faisabilité en apportant des modifications à la loi sur le code électoral. L'autre décision concerne des modifications que le Conseil des ministres vient d'apporter à la taxation sur le profit des entreprises minières, en particulier sur l'extraction de l'or, dont le prix est en hausse sur le marché international. Ces modifications vont rapporter au Trésor public une quarantaine de milliards de francs supplémentaires. Au volet social, l'opération de construction de 2172 logements économiques va démarrer dans les prochains jours. Le président de la République a signé ce mercredi le décret pour la réalisation de l'opération immobilière. Les premières maisons vont être livrées dès la fin de l'année. Il s'agit de l'opération de 2172 logements socio-économiques à Abidjan, donc construits à Yopougon, zone industrielle. Ce projet va démarrer. Les financements sont désormais assurés. Le constructeur est sélectionné et a d'ailleurs commencé à travailler. Et les modalités de paiement également sont déterminées. Il s'agit de logements de 2 pièces jusqu'à 4 pièces. Et par exemple, le logement de 2 pièces pourra être vendu à 5 millions de francs CFA.
5 millions de francs CFA, ce qui correspondra à des échéances mensuelles de l'ordre de 25 000 francs CFA. Donc c'est vraiment des logements réservés à des classes sociales relativement défavorisées. Il y aura également des logements de 3 pièces prévus pour être vendus à 7,5 millions, des logements de 3 pièces en appartement à 11,5 millions et des logements de 4 pièces en appartement à 14,5 millions. Les premières livraisons devraient pouvoir se faire dès la fin de cette année. Il s'agit d'une première opération qui va permettre de ressortir les contraintes posées par ce type de projet et surtout de faciliter la mise en œuvre des prochains projets du même type. L'objectif étant de réaliser plusieurs dizaines de milliers de logements de ce type par an pour résorber progressivement le déficit qui, vous devez le savoir, aujourd'hui s'élève à 400 000 unités de logements à Abidjan. L'éducation et la santé publique ont également figuré à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce mercredi. Bien entendu, le communiqué de ce Conseil des ministres vous sera proposé après ce journal. Retour sur le séjour bosniaque du Premier ministre, Maître Jano Ahoussou Kouadio, a été reçu hier par le président bosniaque au centre de la rencontre, le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et la Bosnie-Herzégovine. Compte rendu, Alvorassa. La rencontre entre le Premier ministre Jano Ahoussou Kouadio et le président de la Bosnie-Herzégovine, Baki Izetbegovic, a porté sur le renforcement des relations entre les deux pays. Pendant les moments de crise, la Bosnie-Herzégovine, dans le cadre du Conseil européen, a apporté son soutien à la position de la Côte d'Ivoire, tant en Europe qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il était donc indiqué qu'arrivé ici, au cours de notre entretien, nous évoquions cela et que nous remercions le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine pour ce soutien qui nous a permis aujourd'hui de renforcer la démocratie dans notre pays. Et nous aussi, nous avons apporté notre appui à la Bosnie-Herzégovine pendant la crise que ce pays a connue. Nous savons tous que c'est un pays qui est la porte vers le Moyen-Orient, qui est aussi la porte vers l'Europe. Ce pays a connu des guerres, mais aujourd'hui ce pays vit la paix grâce à la communauté internationale. Cela doit nous inspirer, nous qui sortons d'une profonde crise. Le Premier ministre Jano Ahoussou Kouadio a, au nom du président de la République Alassane Ouattara, invité la Bosnie-Herzégovine à œuvrer pour avoir une représentation en Côte d'Ivoire, ce que fera de même la Côte d'Ivoire les années à venir, pour faciliter les échanges entre les deux pays, surtout au niveau commercial, avec les potentialités agricoles de la Côte d'Ivoire, le cacao, le café, l'EVA par exemple. Parlant d'échange, le président Baki Izetbegovic a dit que son pays pourra échanger avec la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines, la production de fer, d'acier et de verre. Et son pays peut également apporter son expertise à la Côte d'Ivoire dans le domaine de la réconciliation et la recherche de la paix. Pour concrétiser le renforcement de ces relations, il a invité la Côte d'Ivoire à participer au Forum des affaires que va organiser la Bosnie-Herzégovine en mai 2013 ici, à Sarajevo. Madame Hélène Clark, administrateur du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, effectue à partir de ce mercredi et ce jusqu'au 15 septembre une visite dans notre pays. Cette visite vise à réaffirmer le soutien du PNUD aux efforts du gouvernement, des acteurs nationaux et internationaux dans la relance économique post-conflit. Justine Dikessey. L'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Hélène Clark, a foulé le sol ivoirien aux environs de 16 heures. Elle vient constater le travail abattu par le PNUD en vue de mieux soutenir la Côte d'Ivoire dans sa reconstruction post-crise. Je suis très excité par rapport à cette première visite en Côte d'Ivoire pour soutenir le développement de la Côte d'Ivoire comme elle avance en quittant une partie très trouble de son histoire. Je voudrais aussi voyager en dehors d'Abidjan pour pouvoir avoir une appréciation des conditions en dehors d'Abidjan.
Une visite pleine d'espoir pour l'État de Côte d'Ivoire qui reçoit pour la première fois le premier responsable du PNUD. L'accueil était donc à la dimension de la personnalité. En témoigne la présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kablan Duncan, et du ministre d'État, ministre de la Planification et du Développement, Dr Albert Mabritouakus. Hélène Clark effectuera un séjour de 3 jours meublé de rencontres avec les autorités politiques et la société civile et de visites de terrain à Guiglo dans la région de l'Ouest. Voilà, j'ajoute que Mme Hélène Clark sera reçue demain dans la matinée par le président Alassane Ouattara. Dans la région de Korogo, des projets ont été initiés au bénéfice des populations grâce à un financement du PNUD justement. Aujourd'hui, ces bénéficiaires, à l'exemple des fabricants de savon de Korogo, ont vu leurs conditions de vie améliorées. C'est l'impact des projets PARP-OMD, découverte de ces femmes qui font la fierté de la région avec Eugène Atoubé. Ces femmes exploitent une fabrique de savon à l'huile de Nîmes. Les femmes aujourd'hui, elles ont le cahier des outils de gestion de leur activité. Auparavant, c'était vraiment fait de façon informelle. Aujourd'hui, avoir un peu le chiffre d'affaires de ces femmes, je pense que la graine qu'on a aidé à s'aimer, on peut dire que vraiment, elle a été une bonne graine. Les femmes fabricantes de savon de Korogo sont au nombre de 54. Avant le projet, chacune gagnait en moyenne 10 000 francs CFA par mois. Aujourd'hui, leur revenu mensuel a triplé. 30 000 francs CFA après déduction de toutes les charges sur une vente de 600 morceaux de savon à base de Nîmes chaque mois. On n'avait pas de machine à produire le savon. Même pour les broyeuses, on n'avait rien. Tout s'était gâté. Mais le PNUD nous a acheté ça. Même les vaches, les kilos, même moto, congélateur, le PNUD nous a donné ça. En tout cas, il a donné beaucoup de choses. Les femmes ne mangeaient pas. Même pour aider ton mari, c'était difficile. Mais aujourd'hui, les femmes mangent bien. Bon, et puis on arrive à aider nos maris aussi. On arrive à aider les enfants à l'école. Les femmes de Wobé-Wognon ont démontré leur volonté de faire mieux. L'obstacle reste le manque de matériel, souci majeur de ces femmes qui ont une parfaite maîtrise du processus de fabrication du savon à base de Nîmes. Les responsables du projet PARP-OMD indiquent que les femmes de Wobé-Wognon, au stade actuel de leur organisation, sont sur la voie de la pérennisation de leurs activités. Les points de satisfaction que nous avons se situent à plusieurs niveaux. On a eu donc un volet relatif au renforcement des capacités du point de vue technique. Le second niveau concerne l'amélioration de leurs conditions de vie. Elles interviennent dans la fabrication du beurre de karité, elles interviennent également dans la commercialisation des produits vivriers, le piment, etc. Au nombre des indicateurs de cette pérennisation, leur esprit coopératif, la diversité de leurs activités et surtout l'implication de la collectivité de Korogo. Le préfet, à la demande du groupement Wobé-Wognon, a mis un site à sa disposition pour la relocalisation de la fabrique. En attendant, c'est dans les locaux annexes de la direction départementale de la santé que se fabrique le savon à base de Nîmes, Made in Korogo. Mais jusqu'à quand va durer cette tolérance? Voilà toute l'inquiétude des femmes du Wobé-Wognon. J'en viens au troisième titre de cette édition et c'est la table ronde pour la mobilisation des ressources. Et c'est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan Duncan, représentant le président de la République, qui a lancé officiellement aujourd'hui à l'Hôtel Ivoire les travaux. Cette table ronde est pour la mobilisation des ressources et qui vont permettre la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole en Côte d'Ivoire. Les travaux vont durer 2 jours. Ali Garasouba, compte rendu. Cette table ronde est menée par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec le ministère des Ressources animales et halieutiques et le ministère des Eaux et Forêts. Elle devrait conduire à la mobilisation de ressources, environ 2002,818 milliards de francs CFA pour le programme national d'investissement agricole, PNIA. Autre question traitée au cœur de ces 48 heures de réflexion, l'éligibilité de la Côte d'Ivoire à l'initiative G8 pour la sécurité alimentaire. Tous les partenaires
Investisseurs privés et soutien public ont exprimé à l'ouverture de cette table ronde leur soutien à la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre du PNIA. Occasion pour le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, d'indiquer que pour les années à venir, l'agriculture sera le moteur du développement ivoirien. Pour les 10 à 15 années prochaines, le secteur agricole reste le principal moteur de la croissance économique dans notre pays. L'objectif du programme national d'investissement agricole vise une croissance agricole de 9% pour assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et contribuer de manière significative à la sécurité alimentaire dans la sous-région. L'objectif de ce programme vise également une réduction de la pauvreté pour la faire passer de son niveau actuel à 16% d'ici l'horizon 2020 et la création de nombreux emplois, notamment pour les jeunes. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan-Duncan, représentant le président Alassane Ouattara à cette table ronde, a quant à lui donné l'assurance que des investissements seront faits dans les 5 prochaines années pour le développement de l'agriculture. Dans les 5 prochaines années, notre agriculture bénéficiera à nouveau d'investissements massifs, publics et privés. Cela suppose l'amélioration de la gouvernance et le renforcement de l'environnement des affaires, ce à quoi s'appelle mon gouvernement à travers les nombreuses réformes en cours. Nous allons consacrer au moins 10% du budget national au secteur agricole, conformément aux engagements pris en 2003 à Maputo. Cette rencontre de réflexion autour du PNIA et la sécurité alimentaire court jusqu'à ce jeudi avec au programme des travaux en plénière, des salons thématiques et des expositions. La cérémonie d'ouverture a pris fin par une visite de stand. 3 nouveaux ambassadeurs vont prendre fonction dans les jours à venir. Ils ont reçu chacun leur lettre d'accréditation lundi dernier des mains du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan-Duncan. Il s'agit respectivement de son Excellence M. Marcelin Obouabié, nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République du Mexique, de son Excellence Sylvestre Kwasi Bilé, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près la République de Corée, de son Excellence M. Amos Kofi Diadan, ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République d'Afrique du Sud. L'État chinois octroie 10 milliards 400 millions de francs à l'État de Côte d'Ivoire pour la réalisation de projets de développement. La signature de convention a eu lieu entre l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan-Duncan, qui a un agenda très chargé. Lundi dernier, au bloc ministériel, mais avant, le ministre des Affaires étrangères a reçu successivement les ambassadeurs des États-Unis et du Royaume-Uni. Compte rendu d'Ouadelazer et Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Daniel Kablan-Duncan a reçu successivement l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Philippe Carter III, et Simon Tonge, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. La réconciliation et la paix, les problèmes liés à la sécurité et aux droits de l'homme étaient au cœur de ces différentes rencontres. Nous avons discuté mon premier 3 mois ici comme ambassadeur en la Côte d'Ivoire et quelques issues pour développer, pour augmenter les relations entre la Grande-Bretagne et la Côte d'Ivoire. Par exemple, les visas. Présenter le nouvel premier conseiller à l'ambassade parce que je suis sûr qu'elle et moi, nous allons travailler beaucoup avec le ministre et son ministère. Et aussi, avec le ministre, nous avons fait un petit tour d'horizon de la question qui affecte le monde diplomatique pour la Côte d'Ivoire. Autre rencontre, la signature de convention avec la Chine pour un prêt sans intérêt octroyé à la Côte d'Ivoire par la République populaire de Chine. 10 milliards 400 millions de francs CFA sont octroyés par la Chine pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il s'agit là de la concrétisation par la signature de ces 2 textes officiels d'un don de 100 millions de yuan renminbi, environ 8 milliards de francs CFA, et de celle d'un prêt sans intérêt de 30 millions de yuan renminbi, environ 2 milliards 400 millions de francs CFA, proclamé par son Excellence M. Hu Jintao, président de la République populaire de Chine,
lors de la séance de travail qu'il a eue avec son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire à Beijing, durant sa visite d'État effectuée en Chine du 17 au 20 juillet dernier. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Daniel Kablan-Duncan a, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, traduit sa reconnaissance au peuple chinois pour cet appui financier. Depuis la fin de la crise post-électorale, le gouvernement chinois s'est engagé à réaliser 7 des projets majeurs proposés par le gouvernement ivoirien, au nombre desquels la construction de la voie express Abidjan-Grand Bassam, le projet de l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan et la construction de plusieurs établissements secondaires d'excellence en Côte d'Ivoire. On s'intéresse maintenant à la lutte contre la criminalité dans l'espace CEDEAO. La Côte d'Ivoire abrite depuis ce matin la 8e réunion annuelle des bureaux Interpol d'Afrique de l'Ouest. Notre pays accueille ainsi le comité des chefs des services de police et le forum des ministres en charge de la sécurité. Cette assemblée annuelle tournante va durer 3 jours, l'occasion d'arrêter des mesures concrètes pour la consolidation de la sécurité dans les pays de la CEDEAO. Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire abrite depuis ce matin la 8e réunion annuelle des bureaux centraux nationaux Interpol de l'Afrique de l'Ouest. Elle accueille aussi la réunion du comité des chefs des services de sécurité et le forum des ministres en charge de la sécurité. Ces rencontres servent de plateforme pour suivre et mesurer l'état de la mise en œuvre des recommandations formulées lors des précédentes réunions préparatoires du comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest, identifier les défis, les tendances de sécurité dans la sous-région et proposer des mesures concrètes à prendre. C'est bon justement que cela se tienne en ce moment où les criminels de tout ordre traversent notre région, ignorant justement donc les limites de souveraineté, nos frontières, en mettant l'ensemble des chefs de police d'abord, puis les chefs de sécurité, puis plus tard le forum des ministres de la sécurité ensemble. Nous parvenons justement donc à essayer de coordonner nos actions, de parler de manière concertée, afin d'avoir des solutions idoines, une réponse donc globale à la question de la criminalité. Il est impératif que les forces de sécurité aussi travaillent la main dans la main, afin justement donc de donner la réponse adéquate. Pour le directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire, ces différentes rencontres permettront de disserter sur les conditions du renforcement des capacités de la police sous-régionale. S'attaquer à ces fléaux n'est pas une gageure. Cette situation devait fouetter nos orgueils et éprouver notre détermination à vaincre ou faire reculer le crime organisé. Et ces différentes tentatives qui sont en train de prendre forme en Afrique de l'Ouest. Le comité des chefs de police d'Afrique de l'Ouest, qui a été créé en tant qu'institution, est chargé de renforcer la coopération policière et l'échange d'informations avec l'objectif principal de trouver une solution collective pour combattre le crime et assurer la sécurité régionale. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a reçu en audience la nouvelle directrice du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, structure onusienne basée en Afrique du Sud, au centre des échanges. La contribution de l'UNOPS à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Encore à Abou Sanogo, reportage. Sunita Pitambe, la nouvelle directrice du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, UNOPS, une structure des Nations Unies basée en Afrique du Sud, chargée d'apporter une expertise aux pays en voie de développement dans l'exécution de certains projets, notamment les projets de reconstitution de l'état civil et d'assistance pendant les élections, était l'hôte du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Les échanges ont porté sur la contribution de l'UNOPS dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire au plan économique, social et en matière d'infrastructure, notamment la construction de commissariats. Le ministre d'État a remercié la directrice de l'UNOPS et les Nations Unies pour leur volonté de contribuer à la reconstruction de la Côte d'Ivoire qui commence à présenter une bonne lisibilité au plan économique et dans le concert des nations. Notons que la mission de l'UNOPS consiste à accroître la capacité du système des Nations Unies et de ses partenaires à réaliser des opérations en matière de consolidation de la paix, d'aide humanitaire et de développement nécessaires aux personnes dans le besoin. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR, poursuit ses concertations avec les partis politiques et la société civile en vue de relancer le dialogue politique. Aujourd'hui, la CDVR a échangé avec la Ligue des mouvements pour le progrès, avec le CNRD et avec Agir pour la paix et la nation. Compte rendu, Mamadou Kwasi. Pour relancer le dialogue politique, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR,
initie depuis quelques jours une série de rencontres avec les partis politiques et les représentants de structures religieuses, syndicales et des organisations de la société civile. Pour la 3e journée de la préconcertation, le premier invité est la Ligue des mouvements pour le progrès, LMP. Cabran Apia et ses camarades ont fait des propositions à la CDVR pour la réussite du processus de réconciliation nationale. Il faut que les politiques se fassent des concessions et que les blocages soient identifiés et qu'ils soient levés. Les uns ont besoin de clarification dans le discours et dans les actes. Il faut les leur donner. Ensuite, peut-être qu'on les mettra en situation d'écouter, de recevoir les réclamations que les autres font. Après la Ligue des mouvements pour le progrès, LMP, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a échangé avec Agir pour la paix et la nation, APN, un ensemble de partis politiques conduit par Daniel Boni-Claverie. Nous avons vraiment évoqué la nécessité de casser ce mur de méfiance et ça ne pouvait se faire que par le dialogue. Il fallait à tout prix que nous puissions entamer ce dialogue. Le gouvernement en a pris l'initiative, nous l'avons vraiment soutenu au niveau du conclave de Grand Bassam, mais à notre avis, ensuite, il n'y a plus rien. Le Congrès national de la Renaissance pour la démocratie, CNRD, a été le 3e groupe qui a échangé avec le président de la CDVR, Charles Konan Bani, et son équipe. Pour Amo Agomart et ses camarades, le dialogue passe nécessairement par la satisfaction de certaines conditions. Vous ne pouvez pas dialoguer avec quelqu'un qui est emprisonné. Il faut bien que la personne s'abseye devant vous pour que vous puissiez vous parler. Donc ce sont des conditions pour pouvoir se parler sereinement. En clair, avec les comptes bloqués, les émoluments qui ne sont pas payés, il faut régler tous ces problèmes pour qu'on puisse s'asseoir convenablement et pouvoir parler. Les rencontres de ce jour seront closes par les échanges avec les partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale. Chacun vient apporter ses recettes à la CDVR pour la réussite du processus de réconciliation nationale. Des rencontres sont prévues tous les jours jusqu'au samedi prochain, 15 septembre 2012. En bref, sachez que le Centre de recherche ouest africain a organisé un séminaire sur les médias ivoiriens à l'épreuve de la réconciliation au profit d'une trentaine de journalistes venus du Sénégal, de Guinée, de Mauritanie, du Bénin et de Côte d'Ivoire. L'objectif étant d'amener les journalistes à contribuer au renforcement de la cohésion sociale. La rencontre a pris fin cet après-midi même à l'ISTC à Cocody en présence du ministre de la Communication, Diakité Koti Souleymane. Le reportage de Honorine Ainigori dans nos éditions de demain. Au chapitre éducation, la rentrée des classes est prévue le 17 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Tous les acteurs sont à pied d'œuvre pour que cette rentrée scolaire 2012-2013 se fasse dans les meilleures conditions possibles. C'est le cas au lycée classique d'Abidjan où les inscriptions en première et en terminale ont commencé. Le constat est signé Victorine Yao Yoboui. Au lycée classique d'Abidjan, les inscriptions ont démarré ce mercredi pour les élèves de première et de terminale. Mais contrairement à l'année dernière, ces inscriptions se font manuellement. On nous a dit en attendant que l'inscription en ligne ne commence, il faudrait qu'on revienne à l'ancien système qui consiste à inscrire manuellement comme nous l'avions fait par le passé. Commencer les inscriptions 5 jours avant la rentrée des classes répond à un autre besoin, celui du démarrage effectif des cours à partir du 17 septembre, premier jour de la rentrée des classes. Et selon les responsables du lycée classique d'Abidjan, les élèves et leurs parents ont bien reçu le message puisqu'ils sont présents depuis ce matin. Ils sont informés de ce qu'ils doivent faire pour l'inscription de leurs enfants. Donc il n'y a pas de problème. Ce matin, il y avait un petit monde. Enfin, il y avait du monde ce matin, puisqu'on a pu inscrire 200 élèves. Mon fils m'a appelé depuis son lieu de vacances. Il me dit que son ami l'a informé que les inscriptions ont commencé. Alors, je suis venu me renseigner. Dieu merci, j'ai pu m'acquitter des frais d'inscription. On paye 6 000 francs. C'est le moment de penser aussi à l'uniforme, parce qu'il est redevenu obligatoire depuis l'année dernière. Au lycée classique d'Abidjan, les inspecteurs d'éducation mettent un point d'honneur à faire respecter cette décision. Les uniformes sont revenus et nous, en tant qu'encadreurs, ça nous satisfait. Parce que nous avons au moins l'opportunité de voir tous nos enfants habillés et bien habillés et le contrôle est facile. Parce que quand ils ne sont pas en tenue, en uniforme, alors d'autres élèves, d'autres éléments peuvent se glisser. Voilà, au milieu de nos enfants et ça peut nous échapper.
Les résultats des examens à grand tirage pour l'année écoulée ont été catastrophiques comme les années précédentes. Certainement que la rentrée scolaire 2012-2013, qui démarre lundi prochain, permettra de rompre avec ces mauvais résultats. Une infection cutanée sévit à Biabou, c'est dans la commune de Cocody. Elle s'attaque aux orteils et aux doigts. Les victimes de cette infection se chiffrent à 40 personnes, une quarantaine de personnes. On pense même à une épidémie, bien qu'on ignore encore la nature de l'infection. Les détails avec Léon Brou et Sylvie Touré. Depuis un mois environ, Charles Lebon et Ernest portent sur les orteils une infection étrange. Cette infection a débuté par un bouton à peine visible. Ce mal n'a pas encore causé de perte en vie humaine, mais les victimes se chiffrent à ce jour à une quarantaine. À Biabou, quartier précaire, situé sur l'axe Abidjan-Alépé, on ignore encore le nom de l'infection. Les résidents s'accordent à l'appeler chic-chic, pour le soulagement que procure le grattage de la partie touchée à la suite des démangeaisons. Dès que vous grattez, vous voyez un petit bout, la tête de la bête en question, ça s'enfle au fur et à mesure, ça me donne des ganglions, des douleurs. Il y a une femme en a enlevé jusqu'en 7 dans ses pieds, dans le même trou. Moi-même j'ai eu aussi, même mon mari aussi l'a enlevé aussi en bas de son pied. Surtout mon fils là, mais il ne savait pas même. L'enfant pleurait la nuit, il dit ah pourquoi l'enfant pleure? Mais il pensait que c'était un feu, le premier jour j'avais vu même, il pensait que c'était du feu. Il dit ah c'était pas un feu. À Biabou, on ignore également l'origine de l'infection. Est-elle virale, microbienne ou bactérienne? Comment la contracte-t-on? Des questions encore sans réponse, vu qu'aucune victime ne s'est rendue dans un centre de santé. D'ailleurs, il n'en existe pas à Biabou. La chose la mieux partagée, c'est que les victimes de chic-chic sont en général les riverains d'une zone sablonneuse où coulent constamment des eaux usées. La psychose d'une épidémie de chic-chic a déjà gagné les populations de Biabou. À l'étranger, l'ambassadeur des États-Unis en Libye et 3 fonctionnaires américains ont été tués mardi soir dans une attaque du consulat à Benghazi par des hommes armés qui protestaient contre un film jugé offensant pour l'islam. Le président Barack Obama a condamné et jugé l'acte scandaleux. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, demande pour sa part l'arrestation des coupables. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme sur RTU 1 et à demain à 20h.